Ce programme vous est offert par Illico Cash. On va se rendre à Saké dans ce journal où les affrontements ont été rudes cette journée. Néanmoins, la cité est toujours sous contrôle des FARDC, d'après les dernières informations. Notre correspondant nous fera le point de la mobilisation à Goma. Insécurité à Lubumbashi, les 7 présumés criminels avec leurs complices fournisseurs des machettes accusés d'assassinat du journaliste Patrick Adonis Numbi ont été présentés au gouverneur de la province du Haut-Katanga. Pour Jacques Kiaboula-Katoué, les présumés assassins et leurs complices doivent être jugés dans un procès public. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous sur Télé 50. Une confusion a régné sur qui contrôlait exactement la cité des Saké à 27 km de la ville de Goma, dans les territoires de Massissi. Ce jeudi, plusieurs sources ont confirmé la prise de cette cité stratégique par les rebelles du M23, mais aucune source officielle n'a confirmé cette information. Selon les dernières informations qui ont circulé sur la place, les rebelles ont renforcé leur position en armes et en hommes pour progresser, ce qui a créé une forte panique au sein de la population. Les déplacés qui étaient dans le camp, dans des quartiers à l'ouest de la ville, ont dû fuir pour aller se réfugier en plein centre-ville de Goma. Quant aux forces armées de la RDC, elles ont déployé ces matériels de guerre lourds afin de tout faire pour stopper cette avancée des rebelles. Pendant ce temps, à Goma, les activités socio-économiques ont repris timidement cet après-midi, selon le constat de notre permanent à Goma, Pacheco Convenamba. Alors que les affrontements se sont poursuivis sur toutes les lignes de front en territoire de Nyiragongo et Massissi au Nord Kivu, entre les forces armées de la RDC, appuyées par les Wazalendo, contre l'armée rwandaise, c'est une panique totale qui a régné sur la ville de Goma ce jeudi, pour cause l'avancée des rebelles du M23. Selon certaines sources, les rebelles aurait pris le contrôle de la cité de Saké, située à 27 km du chef-lieu du Nord Kivu, ce qui n'est pas encore confirmé par les sources officielles. D'autres sources, par contre, précisent que cette cité de Saké est toujours entre les mains des FARDC. Pour stopper l'avancée des rebelles, les forces loyalistes ainsi que la force régionale de la SADC ont renforcé leur position afin d'empêcher sa progression vers la ville de Goma. Les acteurs de la société civile du Nord Kivu voient en cette avancée du M23 d'un signe de négligence de la part du gouvernement congolais. Si nous sommes exposés aujourd'hui, c'est dire que c'est le gouvernement qui nous expose. Et ça sera, je vous dis, ça sera très ridicule si demain ou après-demain, le M23 s'empare de la ville de Goma. Ça sera de la négligence de notre gouvernement. Et ça sera regrettable qu'un gouvernement expose la population, sa population jusqu'à un tel niveau. Vous avez vu la population aujourd'hui, ce sont des bombes, une bombe est tombée sur dans les périphéries de la ville et vient de tuer des personnes. Vous comprenez que vraiment c'est une totale déception. Mais bon, la ville demeure sous l'abri. Et les FARDC se battent encore et se débrouillent avec les moyens de bord pour essayer de limiter les manœuvres de l'ennemi. Dans l'après-midi de ce jeudi, les activités socio-économiques ont repris timidement sur différentes artères de la ville de Goma. Au marché central de Goma, dit marché Virunga, tout tourne bien, comme vous pouvez le voir sur ces images. Les transports en commun tournent aussi normalement, comme pour dire que la vie reprend timidement malgré la menace qui pèse sur la ville de Goma. Et face à la menace sécuritaire qui pèse sur Goma, encerclée de part et d'autre par les rebelles rwandais du M23, la Lucha est vent debout et a pris une initiative salutaire. Elle a appelé à une mobilisation et à la résistance de tous les Congolais. Le mouvement citoyen a aussi exigé la présence immédiate du ministre de la Défense et du chef d'état-major général de l'Est du pays pour coordonner les opérations en DEA. 48 heures, faute de quoi elle exigerait leur démission.
Dans son communiqué récemment rendu public, les mouvements citoyens Lucha a détaillé les récentes pertes de localités stratégiques dans les territoires de Kalehe, au sud Kivu, et alerte sur la situation de Goma, des gens en état de siège. Pour ce mouvement, les habitants de ces zones font face à une crise humanitaire dramatique. Pendant ce temps, les mouvements critiquent l'inaction et le manque des réactivités des autorités congolaises, ainsi que le silence jugé coupable de la communauté internationale. Lucha appelle à une mobilisation populaire pour défendre les territoires nationaux en exigeant la présence immédiate des responsables militaires sur le terrain et propose des réformes structurelles, notamment pour renforcer l'armée congolaise. Elle réclame également des sanctions contre le Rwanda et ses alliés et la rupture de relations diplomatiques avec Kigali et Kampala. Ce communiqué souligne un sentiment croissant de frustration face à la lenteur des réponses apportées à cette crise. Face à une situation qualifiée de tournant critique, la Lucha insiste, les temps n'est plus au discours. Une mobilisation nationale semble désormais indispensable selon les mouvements pour protéger l'intégrité du territoire congolais. Reste à savoir si ces revendications seront suivies des faits, alors que l'Est du pays continue de faire face à des défis sécuritaires et humanitaires sans précédent. La Commission nationale des droits de l'homme, déterminée à apporter des preuves des crimes perpétrés par le Rwanda dans la partie est de la République démocratique du Congo, son président Paul Nsapu l'a dit au vice-ministre de la Justice et Contentieux international, Samuel Mbemba Kabuya. À moins de 3 semaines de l'ouverture du procès entre la RDC et le Rwanda à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la Commission nationale des droits de l'homme, via son président Paul Nsapu, s'est proposé d'apporter des preuves des crimes perpétrés par le Rwanda dans la partie est de la RDC. Cette annonce a été faite à l'issue de l'audience que le vice-ministre de la Justice et Contentieux international, Maître Samuel Mbemba Kabuya, a accordé à Paul Nsapu ce mercredi. Devant la presse, le président de la CNDH a souligné l'importance de l'accompagnement de son institution pour l'aboutissement heureux du procès et a appelé à la condamnation du Rwanda. Et aujourd'hui, le vice-ministre, son Excellence, Maître Samuel Mbemba, m'a fait l'honneur de me recevoir pour échanger sur ce dossier très important, ce procès qui s'ouvre et qui est attendu par les victimes et tout notre peuple, qui est d'ailleurs un peuple victime de par les agressions dont nous disposons en tant qu'institution d'appui à la démocratie. À cette occasion, le président de la CNDH, Paul Nsapu, a émis son vœu pour la suite du procès. Et donc nous avons de preuves de violations graves des droits de l'homme commis par nos agresseurs, c'est-à-dire le Rwanda. Et aujourd'hui, dans notre échange, il se dégage que voilà, nous devons accompagner absolument le gouvernement congolais, l'État congolais, la population congolaise et avec l'ensemble des organisations que nous connaissons, avec lesquelles nous travaillons, qui ont aussi des preuves, de tous ces crimes. Il s'est de noter que l'ouverture de la première audience de cette affaire est prévue le 12 février à Arusha, en Tanzanie. Sachez également qu'une mission d'enquête parlementaire dépêchée par l'Assemblée nationale est arrivée à Mouiga, dans le sud Kivu. Ces députés vont enquêter sur l'exploitation illicite des minerais dans ces territoires du sud Kivu par des capitaux étrangers. Sur place, ces élus du peuple ont salué cette initiative du Parlement qui pourra s'étendre dans d'autres provinces de la RDC. Accueillis par leur collègue Trésor Moutiki Lutala, député national et élu de Mwenga, les parlementaires entament une mission cruciale, enquêter sur l'exploitation minière illégale dans ces territoires riches en ressources naturelles, mais en proie à une pauvreté alarmante. Sur place, les habitants n'ont pas caché leur espoir. Ils espèrent que cette mission parlementaire permettra de mettre fin à l'exploitation illicite de leurs minerais menés par des entreprises étrangères. Il faut que le sous-sol de Mwenga profite aux enfants de Mwenga et profite au développement de Mwenga. Voilà pourquoi l'Assemblée nationale, par le biais du président Vital Kamerhe, nous a mandaté de venir traquer tous les exploitants illicites. Ce que vous pouvez retenir pour le moment
Dès que Mwenga est représenté, Mwenga a des porte-paroles valables. L'honorable Trésor Moutiki. La mission prévoit d'évaluer l'exécution des plans de gestion environnementale par les entreprises minières et d'analyser les accusations portées contre un programme de traçabilité des minerais. Je crois que j'avais promis aux enfants de Mwenga, vouloir ou pas, nous avons nos collègues et le président Kamere avait décidé de déléguer tous les députés pour venir enquêter sur tout ce qui se passe ici. Chose promise, chose faite. Aujourd'hui, nous venons d'accueillir toute l'équipe, présidée par l'honorable Patrick Chiba. Je demande à tous les enfants de Mwenga d'approcher notre délégation, de fournir des informations fiables pour que demain après-demain, nous ayons des solutions à nos préoccupations. Avec les soutiens de la population, cette mission pourrait marquer un tournant dans la gestion des ressources naturelles à Mwenga. Les habitants, eux, promettent de dénoncer tous les sites exploités illégalement. Une enquête est attendue avec impatience dans l'espoir que justice soit enfin rendue aux habitants de Mwenga victimes de décennies d'injustice et de négligence. Assassinat du journaliste Patrick Adonis Numbi à Lubumbashi. Les 7 présumés criminels avec leurs complices fournisseurs de machettes ont été présentés au gouverneur de la province du Haut-Katanga. C'est le vice-ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashiba, qui a piloté l'exercice aux côtés du comité provincial de sécurité. Le gouverneur du Haut-Katanga tient à ce que les présumés assassins et leurs complices soient jugés lors d'un procès public. C'est sans nul doute la vague d'arrestation des malfaiteurs la plus attendue par l'opinion. Au lendemain de la mort du journaliste Patrick Adonis Numbi, le 7 janvier, le gouverneur Jacques Ablakatoué s'était engagé à mettre toutes les batteries en marche pour mettre la main sur ces assassins. Sous la supervision de l'autorité provinciale, les forces de sécurité viennent de mettre la main sur les meurtriers après 3 semaines d'enquête. Ils sont 7 au total, avec leurs complices, des femmes qui les approvisionnent en machettes et qui sont propriétaires des débits de boissons où se réunissent ces bandits. Ils ont été présentés par le ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashiba Tambo, en présence des membres du Conseil provincial de sécurité et des professionnels des médias et collègues de Patrick Adonis Numbi. Ces criminels sont passés aux aveux. Une fois de plus, le gouverneur Jacques Ablakatoué a condamné l'assassinat du journaliste Patrick Adonis Numbi et souhaite que la justice suive son cours à travers un procès public télévisé. Mais c'est triste de constater qu'aujourd'hui, des jeunes gens comme ça puissent développer la criminalité pour donner la mort à des innocents. Nous pensons que la justice va faire son travail et nous allons être vigilants quant à ce. La province mettra tous les moyens possibles pour que l'audience passe en direct sur le média. Jacques Ablakatoué appelle par ailleurs la population à collaborer avec les services de sécurité afin de mettre hors d'état de nuire tous ces criminels qui écument nos quartiers. Tout à fait autre chose, c'est un vaste projet qui va notamment déboucher sur la création de la plus grande réserve forestière tropicale protégée au monde. Les corridors vers Kivu-Kinshasa, long de 550 000 km², visent à sauvegarder l'avenir du bassin du Congo, contribuer à stimuler la croissance économique afin de réduire la violence et d'unir l'Est de l'Ouest du pays. Mais enfin, l'aspect le plus important, il permettra de transférer chaque année 1 million de tonnes de nourriture de Kivu vers Kinshasa. Est-ce un projet réalisable? D'après Guy Kajimba, coordonnateur national du corridor groupe de travail climat RED rénové, afin de garantir un succès à ce projet, il faut travailler avec tous les partenaires, inclure les communautés également. Vous voyez, dans cet espace-là, il aurait fallu qu'il y ait un travail approfondi. Je pense qu'il faut encore requalifier les projets. Requalifier, c'est-à-dire faire un travail approfondi sur la cartographie d'ailleurs elle-même. Parce que les décrets lui-même, quand ils nous présentent les cartes, les espaces, c'est pas aussi clair. En plus, vous savez que c'est un méga projet comme celui-là, il empiète et les zones urbaines, et les zones rurales, et les communautés et tout. Donc, il faut absolument qu'il y ait un travail participatif et inclusif qui détermine effectivement quels sont les espaces
comment est-ce que réellement, concrètement, ça va se passer. Le travail jusque-là n'a pas été encore fait. Et il a été seulement avec les données que nous avons. On s'est limité avec le projet de création qui a de très bonnes intentions, notamment dans ce rapport, qui montre des intentions qu'on a, qui aura fait un travail en amont, un grand travail pour l'appropriation, pour l'inclusion, pour la participation et pour surtout éviter les conflits qui peuvent être générés à travers la superposition de terre. Nous, on était surpris, hein, on n'a pas été informés, c'est pas jusque-là, nous on a suivi dans un discours du chef de l'État, ce qui nous a très surpris parce que des travaux comme ça, on peut les faire ensemble parce qu'il y a des communautés qui sont dans ces espaces-là. Il y a tout un travail qui devait être fait en amont. On ne peut pas quand même déclarer comme ça quelque chose. Et voilà. Donc, nous, on voit que c'est une bonne idée, mais c'est très ambitieux et on ne sait pas comment vraiment ça va se passer. C'était Guy Kajimba, coordonnateur national AI du groupe de travail Climared rénové. Et puis autre chose, le cadre des agents du Fonds national de promotion et des services sociaux dénoncent la spoliation de leurs bâtiments par le ministère de l'Agriculture. Dans une déclaration faite jeudi à Kinshasa, ces derniers disent compter sur le leadership de la première ministre afin de remettre le FNPSS dans ses droits. Cette grande parcelle abritant la direction générale du Fonds national de promotion et des services sociaux, qui est de nouveau spoliée par le ministère de l'Agriculture, est un patrimoine du Fonds du bien-être et indigène. Cette grande parcelle abritant la direction générale du Fonds national de promotion et des services sociaux, qui est de nouveau spoliée par le ministère de l'Agriculture, est un patrimoine du Fonds du bien-être indigène hérité par les FNPSS en vertu d'une ordonnance présidentielle. Le dit patrimoine avait été spolié par le même ministère et récupéré par le FNPSS par un jugement et arrêté rendu par le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Nous sommes déçus de vous informer que le protocole d'accord transactionnel obtenu après la médiation qu'avait initié son Excellence le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, en collaboration avec son Excellence le ministre des Affaires foncières, que devrait signer son Excellence, mais c'est le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et la direction générale du FNPSS pour mettre fin au conflit et clore définitivement les dossiers, n'a pas toujours été signé pour des raisons jusque-là non connues. Ces agents exhortent le ministre de l'Agriculture de ne pas céder à la manipulation de ses services, car cela va à l'encontre de la volonté du chef de l'État. Nous saisissons à nouveau votre Excellence afin de faire prévaloir nos droits et demandons à votre Excellence d'instruire son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, de signer les protocoles transactionnels avec la direction générale du FNPSS. Les agents du FNPSS comptent sur la haute autorité et croient au leadership de la première ministre Judith Suminwa Tuluka de la protection des droits des travailleurs du FNPSS. Le gouverneur du Kasaï central s'engage pour le développement de sa province. Son gouvernement doit débloquer des fonds nécessaires pour endiguer les érosions qui secouent la région. Au sein du conflit de Bakwa-Kingé, Joseph Moïse Kamboulou a appelé mardi à la consolidation de la paix voulue par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Découvrons certaines de ses réalisations dans cet élément de Eric Ntambo. Il est à pied d'œuvre comme dans ses habitudes et s'est engagé pour l'émergence de la province du Kasaï central. Le lundi 20 janvier, Joseph Moïse Kamboulou s'est rendu à Kamaï-Sanvika pour constater la progression d'une tête d'érosion dont la menace pesait sur les habitations de la contrée. Sur place, le numéro 1 du Kasaï central a instruit le ministre provincial des infrastructures et travaux publics de conduire en urgence une mission technique d'évaluation devant aboutir sur un plan précis qui devra canaliser l'intervention de la province. Notre gouvernement
maire, je le félicite beaucoup. Il a palpé ce qu'il nous faut comme défaut ici à Kamasavikas. Parmi les activités tenues cette semaine par l'autorité provinciale, c'est aussi son engagement dans la résolution du conflit des Bakwakenge, où un accord de paix a été trouvé le mardi entre deux communautés voisines, Kuba au Kasaï et Lulwa au Kasaï central. Cet accord lui a été remis par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au cours d'une séance des restitutions. Cet accord contribue de manière significative à la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a une vision de militer pour l'unité nationale. Je promets de consolider cette démarche et d'accompagner le processus en ayant en tête que seul l'engagement pris de manière sérieuse va nous amener à la pérennisation de cette paix. Pour sortir du Kasaï central dans l'insécurité alimentaire, le gouverneur des provinces a ouvert la porte à une mission d'étude sur les causes profondes de cette dernière. Joseph Moïse Kamboulou a échangé avec la mission multidisciplinaire sur ces fléaux. La mission est composée d'experts nationaux et partenaires œuvrant dans les secteurs agricoles, dont les programmes alimentaires mondiaux, PAM et Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. C'est vraiment une équipe multidisciplinaire qui va identifier les causes profondes de l'insécurité alimentaire. Signalant que ce jeudi s'est ouvert à Kananga un atelier réunissant plusieurs acteurs impliqués dans la sécurité alimentaire avant la formation des équipes de terrain dédiées à la collecte des données à soumettre à l'analyse pour de nouvelles décisions politiques dans les secteurs. Parlons à présent de cette journée mémorable à Kolwezi dans la province du Lualaba ce mercredi avec la remise de la partie endommagée du lycée Mwanga. Cela à la suite de l'incendie du 24 avril 2023. C'est tout au cours d'une cérémonie présidée par la gouverneure de province. Les responsables de l'école et ses élèves ont vivement remercié la chef de l'exécutif provincial. La manifestation s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités politico-administratives, parmi lesquelles les députés nationaux, provinciaux et sénateurs. La célébration de la journée mondiale de la jeune fille, ce mercredi 22 janvier 2025, a été choisie pour la remise officielle de la partie du lycée Mwanga dans la commune de Djilala, entièrement rénovée par le gouvernement provincial du Lualaba après l'incendie du 24 avril 2023. Cette manifestation inédite s'est déroulée sous les auspices de la gouverneure des provinces. À son arrivée, Fifi Masuka Saini a été chaleureusement ovationnée par l'assistance composée d'élèves venus des différentes écoles de la ville. Plusieurs intervenants ont défilé. La chef de la division provinciale du genre, famille et enfants, la présidente du tribunal d'épée de Kolwezi, des élèves du lycée Mwanga, la sœur Mireille, préfète de ces lycées, et Olivier Basten, directeur général des Building Company, l'entreprise ayant exécuté les travaux, ont tous salué les efforts considérables de la gouverneure Masuka Saini, qualifiée des femmes au grand cœur pour avoir été présente sur tous les fronts des victimes du sinistre. Je suis une femme qui pardonne. Je suis libre, audacieuse, entreprenante, indépendante et soumise. La gouverneure Masuka a exprimé sa gratitude envers le chef de l'État. Aujourd'hui, c'est une joie pour nous. Nous n'allons pas manquer à dire merci au chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous savons tous, il est le champion de l'éducation dans notre pays. Mais il ne dort pas. Il continue à se battre pour la paix dans notre pays, la paix spécialement à l'Est. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son engagement en faveur de l'éducation et ses efforts pour pacifier la partie est de la RDC. Elle a également partagé la bénédiction papale reçue à son retour du Vatican. Masuka Saini a ensuite procédé à la coupure symbolique du ruban, marquant ainsi la remise avant de visiter les parties réhabilitées. L'autorité provinciale a également laissé un message dans le livre d'or du lycée Mwanga pour immortaliser son passage. À la sortie du lycée, celle que les Lualabais ont surnommée Masuka de Rome a été engloutie dans la foule des élèves qui tenaient à se photographier avec elle. Après avoir rendu de loyaux services au regroupement politique, le progressiste de Sami Badibanga, Diersingimbi Kinkela, a décidé de claquer la porte pour des raisons de convenance personnelle. Dans les progressistes, Diersingimbi Kinkela était président de la Ligue des jeunes et malgré son départ, il promet de soutenir les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Il était très actif au sein du regroupement politique Le Progressiste de Sami Badi Bangantita. Diersingi Mikinkela, président du Rassemblement de Jeunes Patriotes, a décidé de claquer la porte pour des raisons de convenance personnelle. Considéré comme un des métronomes, Diersingi Mikinkela, alors président de la Ligue de Jeunes, a laissé des traces ineffaçables au sein de ce regroupement avec sa capacité à mobiliser la foule lors des grandes activités. Après plusieurs rumeurs sur son départ du regroupement Les Progressistes, c'est finalement lundi 20 février que le Rassemblement de Jeunes Patriotes, RJP en sigle, va confirmer la nouvelle dans une correspondance signée par le secrétaire général de la SBL RJP. Elle a annoncé également son retrait du dit regroupement ainsi que du parti politique Force républicaine, Forêt en sigle, depuis la date du 13 janvier. Malgré ce départ, la SBL, Rassemblement de Jeunes Patriotes et son président national, Diersingi Mikinkela, continueront à soutenir et à défendre la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'évaluation des anciens Koulouna devenus bâtisseurs après leur formation à l'idéal du service national, c'est sur terrain pour voir de quoi ils sont devenus capables pour bâtir le pays. Dans l'appui à la gratuité de l'enseignement à RDC, un lot très important de bons pupitres a été remis ce matin à Liti Njili et à Liti Baumbu de Matete. C'est le commandant du service national qui a procédé à la remise de ces matériels. L'Itinjili fonctionne encore avec de bons pupitres datant de l'époque coloniale. Cette situation illustre bien la précarité des conditions d'apprentissage auxquelles les élèves sont confrontés. Aujourd'hui est un grand jour. Sur l'instruction du chef de l'État, Félix Tshisekedi, transmise au service national, un lot de 300 bancs pupitres servant pour équiper toutes les salles de classe a été livré ce matin à cette école. Cette réalisation est l'œuvre d'anciens Koulouna devenus bâtisseurs. Le lieutenant général Jean-Pierre Kassongwakawik a officiellement remis ce don. Et ce n'est pas tout. Direction Liti Baumbu, où le service national a également offert 300 bancs pupitres pour améliorer les conditions d'encadrement des élèves. Un énorme plaisir. Je vois en ces enfants la satisfaction dans le sens que ces enfants ont reçu peut-être quelque chose qu'ils n'espéraient pas avoir de sitôt. C'est-à-dire le banc scolaire qui vient d'être mis à leur disposition pour suivre les enseignements dans les meilleures conditions. En tant que parent, c'est un sentiment de bonheur que je ressens, mais en tant que commandant du service national, c'est un sentiment d'avoir accompli une mission qui consistait premièrement à encadrer ceux-là que nous avons encadrés, qu'ils ont produit un travail, et le travail s'est fait sentir parmi nos enfants qui sont heureux de voir que les bancs sont mis à leur disposition pour bien suivre les enseignements. Le service national dispose d'un grand atelier à l'est de Kinshasa où plus de 1000 bancs pupitres sont fabriqués chaque mois. Cette initiative s'inscrit dans la vision du chef de l'État visant à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves et des étudiants, en particulier dans les cadres de la gratuité de l'enseignement. Les associations des personnes vivant avec un handicap et autres personnes vulnérables ont décidé de porter plainte contre le député Eliezer Tambwe, fondateur du parti ACR, pour manipulation, trouble à l'ordre public et dénigrement de cette catégorie des vulnérables. À travers une déclaration, ces personnes ont exprimé leur mécontentement devant le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé, qui, après avoir réceptionné la plainte, a promis de répondre favorablement à leurs préoccupations. Leur déclaration a été lue par Kamamouli Kita Stanis. La majorité d'entre nous avions été, lors de la création par le député Eliezer Tambwe, du mouvement de réveil des personnes handicapées au sein des partis politiques dénommés Action commune pour la République, ACR en sigle. Il nous a fait croire qu'il s'agissait d'un mouvement pour la promotion des personnes vivant avec handicap, mais au fil du temps,
nous avons fini par comprendre qu'il s'agissait d'un mécanisme au sein de son parti politique pour mener des actions de sabotage contre les efforts du gouvernement en faveur des personnes vivant avec handicap. Il a manipulé plusieurs personnes avec handicap et organisé beaucoup de manifestations publiques dans des endroits stratégiques pour ternir l'image de notre ministère. En date du lundi 13 janvier 2025, il a poussé sa mauvaise foi plus loin en organisant une manifestation publique contre notre ministère qui s'est soldée par l'agression de M. Hervé Tansia, conseiller de notre ministre. Ceci est un acte grave qui nécessite l'intervention de la justice, non seulement pour condamner les auteurs de cette agression, mais aussi pour demander à Eliezer Tambwe d'arrêter son immixtion dans la communauté des personnes vivant avec handicap en ignorant les actions de notre ministère. Nous sollicitons votre intervention pour interpeller M. Eliezer Tambwe Mposhi, député national, afin de le mettre hors d'état de nuire pour la République en lui appliquant la rigueur de la loi. Et pour terminer, la plateforme des confessions religieuses vient d'accueillir officiellement ce jeudi l'église anglicaine en son sein. Objectif, travailler ensemble pour un déroulement paisible du processus électoral en cours. La cérémonie s'est déroulée au centre hellénique de l'église orthodoxe à Gombe. Nous ne rejetons personne, nous lisons la charte et puis nous répondons selon les conditions fixées par la charte. Aujourd'hui, c'est l'église anglicane pour des raisons que l'église a répondu aux conditions nous exigées par notre charte. Demain, pour ceux qui ont déjà déposé des lettres de demande d'adhésion, cela est à l'étude. Donc, pour nous, comme confession, plateforme de confession religieuse, nous ne sommes pas fermés, nous ne travaillons pas en vase clos. Nous travaillons pour le bien de la communauté religieuse en République démocratique du Congo, pour le bien du peuple congolais et surtout en ce moment où nos idées comme Congolais sont fixées vers ce qui se passe à l'est de la République pour que la paix revienne et que nos frontières soient respectées. Chaque membre du corps a son rôle à jouer. L'Église anglicane est une confession très bien implantée dans notre pays. Nous sommes très engagés dans la médiation pour la paix à l'Est. Nous avons déjà tenu plusieurs ateliers et nous travaillons avec les confessions religieuses de la place. Et pour nous être membres de cette confession, cette plateforme de confessions religieuses au niveau national. On va prendre le rappel des titres. À Saké, les affrontements ont été rudes cette journée. Néanmoins, la cité est toujours sous contrôle des FARDC, d'après les dernières informations. Vous avez suivi le point de la mobilisation sur place à Goma avec notre correspondant. Insécurité à Lubumbashi, les 7 présumés criminels avec leurs complices fournisseurs des machettes accusés d'assassinat du journaliste Patrick Adonis Onumbi ont été présentés au gouverneur de province du Haut-Katanga. Pour Jacques Kiabula-Katoué, les présumés assassins et leurs complices doivent être jugés dans un procès public. Fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi, madame, messieurs. Votre fidélité nous honore. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.
La Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, rappelle aux contribuables, personnes physiques et morales, assujettis aux impôts, taxes, redévances et autres droits dus à la ville de Kinshasa, l'obligation de s'acquitter correctement des obligations fiscales au regard des échéances légales, en ayant payé exclusivement dans les comptes ville de Kinshasa receveurs, ouverts en les livres de banques partenaires et ce conformément aux prescrits de l'édit numéro 0005/2021. Du 31 décembre 2021 portant réforme de procédure relative à la perception des impôts, taxes et redevances dus à la ville-province de Kinshasa et de l'arrêté provincial numéro SC/190/CAB/GVK/GNM/2019 du 15 juillet 2019 portant institution, organisation et fonctionnement du compte du trésor de la ville de Kinshasa. De ces faits, la Direction générale de recettes de Kinshasa demande aux contribuables pré-rappelés de ramener le preuve de paiement auprès des directions ou centre de vos prises en charge afin d'obtenir le récépissé à faire valoir leur contrôle. Seul le paiement effectué dans les comptes receveurs est valide. Qui paie mal ses impôts ou taxes paye double. Fait à Kinshasa le 23 janvier 2025, Bitalo, Mooko, Bonkai Edi, directeur général.